Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Aujourd'hui, on va mettre du sens, du moins on va essayer d'en mettre sur un sujet vraiment crucial dans la communauté de Noranda, ou je dirais l'ensemble de Rouyn-Noranda. On va parler aujourd'hui de la fonderie Horn, qui est sur les lèvres de vraiment tout le monde, je dirais, à Rouyn-Noranda, mais même en Abitibi-Témiscamingue, même au national, ils en parlent. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est quand même assez crucial, demandant, mais qui a besoin d'éclaircissement. Et pour ce faire, j'ai invité avec moi Marc Nantel, qui est l'ex-président du syndicat de l'enseignement de la Gaspésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également l'ex-vice-président de la Centrale des syndicats du Québec. Et en 2015, il a créé le regroupement Vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue, donc sous le nom de Revimat. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Je trouvais vraiment perspicace le fait de vous inviter ici. On entend partout parler de la fonderie Horn, de tout ce qui se passe, du gouvernement, la fonderie Horn, de la pollution autour de tout ça. C'est un sujet qui est vif, qui peut partir vraiment en émotion pour plusieurs personnes. Tout à fait. Et on a le sentiment que la population est un peu tannée de ce qui se passe. Je pense que tout le monde qui vit à Rouyn-Noranda aimerait que le problème soit réglé une fois pour toutes. Là. Puis j'aimerais peut-être juste en commençant dire que l'objectif, c'est que la fonderie se mette aux normes et non pas que la fonderie ferme. Parce qu'il y a comme un débat actuellement qui est fait dans la population où est-ce qu'on envoie le message comme quoi qu'on peut peut-être la fermer si la population le décide. Même M. Legault, là, pendant une sortie médiatique lors d'une consultation, a dit « Si la population décide de fermer, on va fermer. » On n'est même pas rendu là. L'objectif, c'est que la population aimerait vivre dans un milieu qui est sain. Puis moi, je vous dirais que ce qui vient chercher beaucoup, moi entre autres, c'est que ça affecte les enfants. Ça affecte le fœtus et ça affecte de façon permanente, n'est pas là, au niveau de la santé. Alors donc, c'est un enjeu qui est assez important là, pour la population. Avant qu'on rentre dans le grand sujet, là, j'aimerais ça que toi, tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Bon, j'ai dit tes titres, mais qu'est-ce qui t'a attiré réellement à devenir le porte-parole et le défendeur de la communauté sur tout ce qui se passe autour de la fonderie Horn? Premièrement, peut-être dire que j'ai travaillé à Rouyn-Noranda entre 2002 et 2004 et 2012 comme président, là, entre autres, là, du syndicat des enseignants. Puis j'étais sous l'impression que tout était réglé. On annonçait qu'on avait décontaminé les sols de Noranda, on annonçait qu'on avait fait un bassin là, pour pouvoir faire de l'acide sulfurique avec le SO2 qui était dans l'air. Puis la façon que c'était présenté, c'est que tout était beau. Puis donc, j'étais finalement, comme tout le monde, je pense, à Rouyn-Noranda, avec aucune inquiétude. Lorsque, en 2018, le rapport de biosurveillance qui a été fait, dû à, je vais expliquer peut-être plus tard, là, une obligation légale de pouvoir faire ce genre d'études-là. La santé publique a pris 3 sortes d'échantillons, le cadmium, il a pris le plomb, puis il a pris l'arsenic. Et puis les données sont sorties. Les parents dont les enfants ont eu des échantillons d'ongles qui ont été pris, qui étaient à Noranda, se sont retrouvés avec une moyenne de 3,7 % d'arsenic dans leur sang. OK. Et 3,7, non pas 3,7 fois plus d'arsenic dans leur sang que les gens
À Amos, les enfants OK. d'Amos. Parce qu'il avait fait une étude vis-à-vis les gens d'Amos et ceux de Rouyn-Noranda, Oui, c'est cette ça? fois-ci, parce que c'était pas comme ça qu'ils faisaient avant. Là. OK. Fait que là, ils ont pris une population qui est éloignée de Rouyn-Noranda pour vérifier finalement comment les enfants avaient. Là, donc, il y avait 3,7 fois plus d'arsenic, mais de ces enfants-là, il y en a qui ont eu là, jusqu'à 20 fois plus d'arsenic dans leur sang. Puis, ces parents-là ont été finalement rencontrés individuellement. Ça n'avait pas été annoncé, les résultats. Ça n'avait pas été annoncé. On disait, allez voir les parents avant de dire ça publiquement, là, pas créer là, trop de stress. Là. Puis, ces parents-là, il y en a dans ceux-là que je connaissais. Puis, ils savaient que, je connaissais le milieu là, assez bien de Rouyn-Noranda. Fait qu'ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Ça fait que c'est là, à partir de 2019, là, avril 2019, que j'ai décidé là, d'inviter tous les groupes syndicaux de la région, tous les groupes communautaires avec qui j'avais déjà travaillé. Puis, j'ai un peu présenté les enjeux. Il y a des parents qui étaient là, qui ont expliqué tout le stress qu'ils vivaient, à savoir que leurs enfants avaient été exposés. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça que je me suis impliqué. Pourquoi je suis allé, pourquoi je ne serais pas allé, hein, la plus poser la question. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça en main. J'étais bien placé. Puis à partir de là, il y a d'autres citoyens qui se sont ajoutés. Puis le combat a commencé. Ça fait déjà 5 ans. Et puis c'est pas terminé. Je veux faire une parenthèse avant que je l'oublie. Donc, on parle qu'il y a 3 fois plus d'arsenic dans le sang chez les enfants. 3,7 fois. 3,7 fois. Qu'est-ce que ça fait l'arsenic? Tu sais, si on prend de l'arsenic, là, c'est dangereux pour la vie. Là. Donc, si on en a plus dans notre sang... Ça peut... On peut peut-être voir un petit peu plus tard, mais en gros, chez les enfants, il y a beaucoup des problèmes neurotoxiques. C'est-à-dire que ça peut atteindre le cerveau. Et puis, disons que ça peut baisser le QI d'un enfant, là, c'est ta vie, là, un certain pourcentage. Mais ce qui est vraiment dramatique avec l'arsenic et le plomb, c'est que c'est des produits cancérigènes sans seuil. C'est-à-dire que dès qu'on est exposé, on est atteint. Ça n'en prend pas une certaine dose. C'est le moindrement qu'on en a, ça affecte la santé. Fait que les enfants qui, eux, sont exposés du fait que c'est au sol, qu'il y a beaucoup d'accumulation d'arsenic, ces enfants-là, quand ils jouent dehors puis tout ça, peuvent manger de la terre, tout ça. Puis aussi, ils respirent l'air contaminé. Fait que les enfants sont comme plus susceptibles là, d'être contaminés que les adultes. Que les adultes, OK. Fait que c'est un peu pourquoi l'enjeu, elle va beaucoup sur les enfants, c'est que, ils sont plus facilement contaminables parce qu'ils sont plus exposés, mais il y a aussi le fait que c'est un contaminant sans seuil. Alors, je vous donne donc un exemple bien simple. Si c'est 3 nanogrammes par mètre cube de moyenne annuelle, OK, au niveau de la norme québécoise. Tout d'un coup, on arrive, puis la compagnie traite des produits hautement contaminés en arsenic. Puis on se retrouve dans cette journée-là exposé à du 1000-1200 nanogrammes par mètre cube. Alors, l'enfant, s'il est dehors pendant que ça se produit, il est exposé à ce montant-là. Donc, il est drôlement plus affecté encore. Donc, ça, c'est l'enjeu au niveau des enfants, mais on pourra y revenir. OK. Là, Marc, tu as créé un document. En fait, c'est l'histoire de la fonderie Horn du début des années 1880 jusqu'à aujourd'hui. Je vous le montre à l'écran, là. C'est quand même un document qui a une certaine épaisseur. Très intéressant. Vous pouvez aller le lire, d'ailleurs, sur Revimat. Hein? Donc, revimat.org. C'est Facebook. Sur Facebook? Sur Facebook, Revimat. Puis là, il s'agit d'aller descendre un peu, là, parce que là, ça date de 2 semaines. Là. Mais il y a aussi le réseau vigilance.ca, où est-ce qu'on peut aller, le site. Mais de toute façon, les gens ont juste à m'écrire en privé, puis je vais le mettre. Puis c'est un travail
à longue haleine. Là. Tu as fait J'en plusieurs ajoute, recherches là, pour arriver à un document comme ça. Tu sais, t'es pas allé aléatoire, puis on va ajouter des choses, mais il y a vraiment des sources que tu es allé chercher pour écrire tout ça, là. Oui, bien, disons que c'est plusieurs sources. Là, il y en a deux principales. Là. Il y a une étude de maîtrise qui a été faite par une étudiante américaine, là, qui a été déposée là, il y a quelques mois, qui parlait de 1880 jusqu'à 1960. OK. Et puis, il y a au niveau des avocats qui font une action collective ou qui veulent faire une action collective, ils ont créé aussi un document de à peu près 1976 jusqu'à aujourd'hui. Ah, OK. Fait que là, j'ai pris ces documents-là, mais il y a aussi là, au niveau de l'histoire des banques historiques que j'ai été prendre, des articles qui ont été faits. Fait que l'idée, c'est d'essayer de faire des lignes, c'est-à-dire de ne pas faire tout un roman. Là. Synthétiser les informations. Puis d'expliquer pour avoir une image, parce que qu'est-ce qui m'a stimulé à le faire, là, c'est que j'ai souvent la remarque sur les réseaux sociaux ou dans des discussions là, hors micro, les gens disent, ben oui, les gens, l'usine s'est installée, les gens ont été s'installer autour, c'est de leur faute, ils savaient, il y aurait pas... C'est pas comme ça que ça a fonctionné, historiquement parlant. Si on regarde un peu l'histoire, c'est-à-dire, quand elle a parti, l'usine, c'est autour de 1926 là, que l'usine est en train... forme. Elle a pris forme et puis c'était une mine de cuivre qui était en train de se développer. Et puis la ville de Noranda, c'est la fonderie qui l'a créée. C'est elle qui a pris, c'est un company town. C'est elle qui était les maires et la police. C'était la fonderie qui dirigeait cette Noranda. Donc, la fonderie dirigeait la ville. La ville. OK. Puis, c'était des employés de la fonderie qui vivaient là. Il y avait les cadres qui vivaient là. OK. Fait que c'était comme fermé. C'est eux autres qui ont fait. Donc, c'est pas la population qui de leur propre chef ont décidé d'aller vivre autour. C'est des employés. C'est ça. Puis le contexte, puis peut-être commencer avec au niveau historique. Pourquoi je suis reculé à 1880? Parce que ça aussi, ça m'était dit, voilà, ça a commencé maintenant. C'est parce que, historiquement, les fonderies ont commencé à être connues à travers le monde pour les dégâts environnementaux qu'ils font. Ah, en 1880, 1880, 90, puis on a jusqu'en 1908, là, on a comme la fonderie de Sudbury en Ontario. On a aussi la Northport de Washington, puis la fonderie Trail à Vancouver. Ces trois fonderies-là contaminaient énormément la périphérie autour. Ça brûlait les arbres, ça brûlait là, comme la fonderie Horn. Ça brûlait tout ça. Et puis, il y a eu aussi des observations au niveau de la population qui demeurait autour, qui était malade, qui respirait difficilement. Donc, ces fonderies-là ont décidé d'acheter les territoires puis d'éloigner la population pour qu'ils ne demeurent pas autour de la fonderie. OK. Mais Fonderie Horn savait ça. Puis la Fonderie Horn a dit, regarde, premièrement, le gouvernement leur avait dit, vous allez aller dans le canton de Destar. La compagnie a dit, non, nous autres, là, si on veut s'installer autour du lac Ossisco, ça va nous coûter moins cher de pouvoir là, transborder là, les métaux et tout ça. Si vous ne nous permettez pas de construire là, ben c'est bien de valeur. On ne fait pas d'usine, puis on ne fait pas de mine, puis on s'en va. Donc, la première fois que la fonderie là, met les pieds à terre. En plus, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les propriétaires de la fonderie ont demandé au gouvernement un passe-droit légal de ne jamais être capable d'être poursuivis par d'autres compagnies ou des citoyens qui devaient, s'ils tombent malades ou qui ont des inconvénients, d'être blanchis complètement puis d'avoir aucun problème. Et le gouvernement a accepté. Mais voyons donc, le gouvernement a accepté ça. Il s'est fermé les yeux par rapport à ça. Donc, pour lui, la population,
En fait, les chiffres étaient mieux que la population, toutes les taxes qu'elle allait recevoir de cette fonderie-là. Et puis l'enjeu, c'était que ce territoire-là, il n'y avait rien. Puis là, quand c'était, on va créer un boom minier, il y a des mines qui ont commencé à se développer autour. Puis, par hasard, les ministres puis les députés, ils étaient propriétaires en partie de ces mines et de ces... OK, il y avait du lobbyisme, là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'influence au niveau économique qui était aujourd'hui, on verrait difficilement là, quelqu'un être député puis d'être propriétaire là, d'une partie d'une minière. Quelque chose. Mais dans ce temps-là, c'était comme monnaie courante. Ça fait que c'est pour ça que le gouvernement dit, c'est beau, on va vous signer ça. De toute façon, c'est important, ça va faire beaucoup d'argent et ça va développer le nord du Québec, là, le nord, là, notre région. Ouais. Fait que c'était beaucoup, beaucoup une question d'argent, de profit, mais autant pour la compagnie que pour les élus. Fait que ça commence super bien. Ça commence bien l'histoire. Parce que si on regarde de ces années-là, parce que la fonderie Horn, elle a été mise en opération en 1927, si je comprends bien dans le document. Donc, à partir de là, il y a eu, au niveau des employés, les employés étaient moins bien traités, n'étaient pas très, très bien traités à cette époque-là, de ce que j'ai vu dans le document. Le contexte, c'est qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale. Oui, tout de suite après. Puis, ils sont venus, plusieurs Ukrainiens, Polonais, Russes. Ils travaillaient là? Ils sont venus au Québec. Oui. Et puis, ils sont venus travailler en Abitibi. Okay. On les appelait les FRO, les Foreigners. OK. Ah, c'est pour ça. OK, les FRO, c'était Foreigners pour ces gens-là qui venaient d'ailleurs. C'est ça. Puis, les conditions de travail là, qu'on indique, c'était des journées de mine, sont longues, mal payées. Il y a beaucoup d'accidents, d'incendies, d'éboulements, de blessés, puis même des morts. Ça, c'était les conditions de vie de ces travailleurs-là en 1934. Fait que là, il y a même au niveau là, des médias là, de cette époque-là, on parle beaucoup de la violence policière par rapport aux employés. N'oubliez pas que la police appartenait à Noranda. Oui, c'est ça, exact. Fait que donc, dès qu'ils essayaient de se défendre, ils se faisaient attaquer. Puis on les traitait de communistes, des rouges, des bolcheviks. Puis là, donc, ça mettait une pression supplémentaire sur eux autres. La population les voyait comme des ennemis qui venaient là, dans la région. Ils ont essayé de faire une grève, la fameuse grève des FRO. Et puis, ça a mal tourné. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis, on s'est retrouvé finalement à avoir une nouvelle loi qui a été faite, qui a été abrogée, le 98, qui disait que maintenant, toute personne qui se rencontrait, comme des syndicats, se rencontrait dans une maison privée ou tout ça, automatiquement, on les déportait et on les renvoyait dans leur pays. On pouvait déjà... Tu sais, si je regarde les faits, là, on voyait que la fonderie, à cette époque-là, n'était pas nécessairement là pour les citoyens, la communauté, mais c'était... Allez, on fait de l'argent le plus possible, on pousse des chiffres, et puis le reste, on s'en fout un peu, là. Ben oui, écoutez, je vais vous dire qu'une compagnie comme la fonderie était là pour les employés, créer de l'emploi ou des choses comme ça, comme on entend M. Legault dire. Ça, là, c'est le moindre de leurs soucis. On n'est pas dans ce registre-là, là, dans des compagnies, des entreprises. L'objectif, c'est de rapporter de l'argent aux actionnaires. On va en voir tout à l'heure. Mais c'est vraiment l'objectif. Surtout dans cette période-là, puis encore là, pendant plusieurs années, les travailleurs... C'est de la viande, là, je veux dire. Ils sont là pour faire de la production. C'est ça. Qu'est-ce que ça a permis, par exemple? On va regarder le côté positif. C'est que première chose, les FRO, puis ils se sont fait tasser. Puis il y avait beaucoup de gens qui sont venus du sud du Québec pour essayer de faire de l'agriculture. Puis ça marchait plus ou moins bien. Puis, donc, ils ont pris un peu la place, là, finalement, des travailleurs. Puis ils se sont retrouvés avec
des anglophones de Sudbury, là, dans cette section de l'Ontario, et des francophones, moins là, des Frousse. Fait qu'ils ont essayé de faire une nouvelle grève en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça a duré juste 3 mois, parce que, devinez qui est venu dire que c'était illégal? Monsieur Duplessis est venu avec ses grands airs et dire ça, c'est une grève illégale, fini, vous allez travailler dans les conditions qu'on vous impose. OK, wow, OK. Fait que là, quand on regarde le mouvement syndical, il commence à prendre un peu plus d'allure parce que vers les 1950, les métallos sont arrivés, ils ont ouvert un bureau, ils ont fait des grèves, une grève là, qui n'était pas très longue, là. Puis, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient nécessairement, là, mais ils n'ont pas été chassés, puis ils ont été reconnus, puis ils ont pu continuer là, à militer pour finalement aider là, les travailleurs d'avoir des meilleures conditions. Puis les meilleures conditions ont commencé là, fin des années 50, début des années 60. Là, il y a eu des lois qui obligeaient de payer des salaires avec de l'indexation au coût de la vie. Ça fait que là, déjà là, on a une amélioration des conditions de travail de ce côté-là. Mais cependant, ils ont dû se battre pour réussir à avoir ça. Parce que est-ce que la fonderie aurait, de son gré, allé vers ça? Jamais. C'est ça. Les gens qui ne se battent pas, les gens qui finalement disent « Oh, on va s'entendre, on va être capable, il faut comprendre, ils ont fait... » Ça, là, c'est pas le discours qu'on doit voir de ce genre d'entreprise-là. C'est le rendement, point la ligne. Puis, c'est justement les combats des travailleurs, les combats des citoyens comme celui qu'on est en train de faire, qui fait la différence. Mais est-ce que c'est un combat historique? Est-ce que vous vivez en ce moment là, à Rouen? C'est une partie de l'histoire. C'est une partie de l'histoire? C'est une partie de l'histoire. Parce que la lutte a continué. Hein, à partir des années 65 à 76, il y a une prise de conscience tout d'un coup qui est prise. Bien, on peut comprendre parce qu'en 1975, il y a une première étude du Service de l'environnement du Québec qui établit que la fonderie Horn émet mensuellement 110 tonnes de plomb, 25 tonnes d'arsenic et 13 tonnes de cadmium. C'est énorme, là? C'est énorme. Puis la fonderie, elle, arrive en fin de vie pour la mine de cuivre en 1976. Puis les gens, comme je vous disais, il y a une prise de conscience. Ils regardent autour d'eux autres. Puis là, on voit que tout est mort. Là. Je vais vous faire tout à l'heure la lecture là, d'une étude qui a été faite par une thèse à l'université. Puis c'est cette prise de conscience-là qui fait que là, les citoyens ils se sont regroupés. Fait que là, la fonderie, en 1976, savait qu'elle produisait du SO2. À Sudbury, il y avait déjà une usine pour pouvoir transformer le SO2 en acide sulfurique. Puis, la fonderie ne bougeait pas parce qu'elle se disait « Ah, ben écoute, je ferme mes portes, là, je n'investirai pas. » C'est ça. Puis, ils ont menacé. Ils ont menacé que si vous nous exigez trop, on ferme toutes les clés et on s'en va. C'est ça. Ça, c'est en 76. C'est ça. Ça, c'est ce que je vois dans le document. C'est arrivé plusieurs fois, là. Non, c'est arrivé de menaces. C'est comme une stratégie qu'ils utilisent pour faire reculer le gouvernement, reculer la population et de les tenir un peu en otage pour dire, ben si on n'est plus là, il n'y a plus d'argent qui roule dans la place. C'est ça. Puis il faut comprendre l'aspect politique de tout ça, au départ. Tu es dans une province, puis tu as une grosse compagnie qui vient, puis qui s'installe, puis qui ferme ses portes parce qu'elle dit que finalement, on lui exige trop. Tu viens d'envoyer à l'Ontario, au reste du Canada, aux États-Unis, que finalement, au Québec, c'est pas une bonne place pour faire des affaires parce qu'on est trop restrictif. Fait que les gouvernements, leur crainte, c'est pas d'exiger et de demander. Les craintes, c'est d'envoyer un message comme quoi que si tu viens chez nous, il va falloir que tu te plies puis il va falloir que tu dépenses de l'argent. Fait que ces compagnies-là se disent... Et que les compagnies se disent, ben c'est beau, on s'en va. Donc, leur force, c'est de toujours menacer de fermer. Et à ce moment-là, le gouvernement se dit, mon Dieu, là, ma réputation, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut que je fasse ça. Fait que c'est un jeu qui est vraiment triste, là. Puis c'est ça, le fameux capitalisme qu'on vit, là.
Puis c'est un des enjeux là, pour que les gens comprennent pourquoi le gouvernement n'écoute pas la population. C'est que, surtout M. Legault et les quelques autres partis qui avaient le pouvoir avant, avaient tout un aspect économique, développement économique. Donc, pour eux autres, c'est de s'organiser, de ne pas perdre des compagnies comme ça. On va faire une pause, Marc. OK. Temps de boire une gorgée d'eau. Mais là, on va continuer le sujet, mais on va aller voir justement la menace réelle en ce moment de la fonderie Horn. À tout de suite. De retour à Sens Politique, toujours avec Marc Nantel, qui nous parle un peu de l'histoire de la fonderie Horn, mais avec tout, justement, un ensemble d'études qu'on va parler à l'instant avant d'aller, parce qu'on a parlé au début que la fonderie, une de ses stratégies qu'elle utilisait, c'est de faire des menaces de fermeture, puis de dire, bon, ben le gouvernement va reculer, la population va reculer. Si on n'est plus dans la place à faire le développement économique, ben ça va tuer la ville en quelque sorte. Fait que c'est comme, pour eux, une belle stratégie de dire, ben, on a le grand pouvoir, puis on continue. Là. Les gens vont dire, OK, oui, on n'a pas le choix. Là. Sauf que là, il y a une menace réelle en ce moment. Le 29 février prochain, les actionnaires de Glencore, parce que c'est Glencore qui est propriétaire de la fonderie Horn, les actionnaires qui sont en Suisse vont prendre une décision par rapport à ça, là, de cette menace-là. Mais avant qu'on arrive là, Marc, j'aimerais ça qu'on entame certaines études qui ont été faites justement pour éclairer la population de ce qui se passe réellement. Peux-tu me parler des études de 1978 à 1982? Il y a eu certaines études qui ont apparu. Puis là, ça a commencé à conscientiser la population. Oui, mais disons que je vais faire vite parce qu'il y en a énormément d'études qui ont été faites. Mais ça a été fait par le Bureau d'études sur les substances toxiques, le BEST. Puis ça, c'est le gouvernement qui a financé. Et c'était pour faire des études sur les aspects toxiques du Québec. Ils ont travaillé beaucoup au niveau de la fonderie. Il y a aussi là, des groupes citoyens qui se sont formés, là, comme le mouvement anti-pollution, le comité permanent de l'environnement. Ces comités-là, ils ont commencé à lever la main et ont dit « Hey, là, nous, on veut que vous baissiez votre quantité de SO2, que vous fassiez une usine là, d'acide sulfurique. » Donc, la bataille se fait en 78, 79, 80. Là, il y a des études aussi, là, le Mont-Sinaï qui est venu faire des études sur les travailleurs. Puis là, on note qu'au bout de la ligne, finalement, beaucoup de maladies pulmonaires, beaucoup de cancers, beaucoup plus là, de maladies là, de toutes sortes qui sont développées là, avec toute l'exposition là, des produits. En passant, on parle souvent de l'arsenic, hein, parce que c'est là-dessus que nous, on a frappé pendant les 5 dernières années. Mais en réalité, là, il y a beaucoup d'autres produits qui sont cancérigènes ou potentiellement cancérigènes. Puis, on a aussi d'autres éléments. Et que, actuellement, le fédéral, il en compte 41 dans l'air que tu respires. Mais on parle de développer les cellulaires. Là, on ajouterait des terres rares. On parle de l'électronique qui va augmenter. Le fameux projet là, qu'ils sont en train de développer à Aéris, là, qui va aller voir les actionnaires parce que là, il était à 500 millions, on va monter à 750 millions. Ce produit-là, c'est pour essayer d'encore aller chercher plus et recycler d'autres produits. Mais eux ont jusqu'à de 55 à 60 éléments dans leur composition, ce qui vont se retrouver dans l'air. Donc, c'est ça que les études ont montré. Puis, on voit comme en 79, là, les enfants en bas âge sont plus susceptibles de subir ces modifications de l'environnement à cause, d'une part, de leur petite stature qui les place sur des contacts avec des poussières et surtout les cause leur activité. À cause de leurs activités de jeu. On est en 1979, là. Oui. Puis ça continue aujourd'hui. Puis aujourd'hui, là. Puis là, on se disait dans ce temps-là que même quand on a commencé, on avait l'impression que... moi, je ne savais pas qu'il y avait eu tant d'études que ça. Puis surtout, 79, 80, 82, tout avait été déjà fait. Puis le travail était déjà fait.
Fait que là, on s'est donc retrouvés là, donc, à faire des études, puis de pouvoir mettre là, finalement la main sur les maladies, puis par rapport à Rouen, par rapport aux autres. Donc, l'étude montre, celle de 1983, à Rouyn-Noranda, un excès de décès par cancer du poumon, maladies respiratoires chroniques, les MPOC, maladies de l'appareil digestif chez les hommes. Puis, cet excès persiste même après ajustement d'une exposition professionnelle. Ça veut dire que, ce que je disais tout à l'heure, c'est sans seuil. C'est qu'une fois qu'on est exposé, c'est détruit. C'est pas vrai qu'on va dire, ben regarde, va-t'en vivre 5 ans ailleurs, ça va se replacer. Non, c'est ça. Le corps est détruit par c'est ça. Fait que là, la lutte commence, c'est le SO2. Là. On est là. C'est ça ici, parce qu'en 1985, le gouvernement du Québec oblige la fonderie Horn à réduire ses émissions de soufre de 50 % avant 1990. Ça a-tu été fait? Ça a été fait. Oui? Oui, mais il y a eu une menace. En 1986, en réaction, la fonderie menace de fermer la fonderie et envisage de s'installer en Australie. 1986. Mais là, il y a un problème. Puis moi, je me rappelle, j'étais assez vieux pour me rappeler. On avait des problèmes de pluie acide en Abitibi. OK. Puis les forêts, les rivières étaient très acidifiées. OK. Puis sur un très grand rayon, là, puis ça, c'était dû à la fonderie. Mais les Américains avaient eu le même problème et ils ont fait ce qu'on appelle là, des American Act, là, Clean Air, la loi sur l'air de bonne qualité. OK. Mais là, nous autres, on était ici, puis on polluait, puis les vents vont vers le sud. Ils s'en allaient vers le sud. Là, ils recevaient ça. Fait que là, on était pris, nous autres, de dire, OK, là, on veut continuer à faire affaire avec les États-Unis. Oui. Fait que là, le Canada, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ont financé 2/3 du fameux bassin d'acide sulfurique. Et le troisième tiers, qui équivaut à 83 millions, là, moi, j'étais sous l'impression que c'était la fonderie sortait l'argent. Non, c'était pas elle. C'est que si l'entente, c'est que si la compagnie continuait à injecter pour améliorer l'usine, les infrastructures, puis tout ça, ben le 83 millions qu'elle aura utilisé ne sera pas réclamé. Ça fait que donc, on a tout payé, nous, au niveau des impôts. Dans le fond, si on regarde ça. C'est les citoyennes qui ont payé. Puis le 83 millions a servi pour d'autres choses, pour reniper l'usine. Okay. Puis dans cette période... Puis là, OK, fait que là, on s'est retrouvé à 60 % d'acide sulfurique au début des années 90, très payant pour les actionnaires. Ils étaient bien contents maintenant. Fait qu'ils ne voulaient pas, ils ont menacé, puis là, finalement, on a tout payé, puis là, ils font de l'argent avec notre argent qu'ils font de Puis là, dans cette période-là, puis il ne faut pas l'oublier, 93 à 2004, là, il y a un nouveau procédé qui arrive. On garoche des barils d'arsenic pendant ces années-là, puis on s'est retrouvé, on avait une moyenne d'autour de 160 nanogrammes d'arsenic en 1992, 91 à peu près. Ça s'est mis à grimper jusqu'à 1041 nanogrammes par mètre cube en l'an 2000. Puis là, le gouvernement a fait lever la main et a dit wow, il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous. Là. Fait qu'ils ont fait un comité interministériel. Puis le comité interministériel leur a dit wow, là, vous avez fait ça vite. Fait qu'en 5 ans, ils ont réduit, ils sont revenus au taux des années 91 qu'on a mis. Pendant 10 ans, là, à peu près, là, ils ont bombardé la population d'arsenic. Wow! Puis, le fameux comité a dit, regardez là, puis ça, c'était des scientifiques, contrairement à celui qu'on vient de faire. Scientifiques payés par qui? Par le gouvernement. Par le gouvernement. Ils ont dit, écoutez, là, dans le quartier de Notre-Dame, il faut que vous atteigniez 10 nanogrammes d'ici 18 mois. Puis on en est en 2004, là. D'ici 18 mois, là, 10 nanogrammes. Donc, presque en 2007. C'est en 18 mois. Nous, actuellement, on dit 5 ans. 15 nanogrammes. Là, c'est la dernière entente. Les autres disaient 10 nanogrammes. Et on leur donnait 2 mois pour nous donner un plan pour baisser ça à 3 nanogrammes. Fait que là, il y a eu une nouvelle forme de législation qui s'appelait les attestations d'assainissement. Ça, c'est un processus, on entend que j'ai avec une compagnie pour qu'elle devienne... qu'elle respecte les normes. On lui donne un coup de 5 ans.
Là, après 5 ans, il faut que tu sois rendu à temps. Après ça, on te donne un autre 5 ans, il faut que tu sois rendu à temps. Puis ça, l'idée des attestations, c'est de faire baisser tranquillement, pas vite. Et là, n'oubliez pas, là, on a dit que 2004, il fallait qu'il descende à 10. Fait que là, il y a un paquet d'échanges, puis tout ça. Puis en 2007, première attestation d'assainissement. Ouais. Quelle est la cible finale? 200. 200. Pourtant, on parlait de 10. Là. Ouais. Puis il y a des études qui prouvaient, là, la compagnie Hatch, que s'ils mettaient 100 millions en 2006, ils auraient pu réduire ça à 39. Fait qu'ils ne l'ont pas investi. Non. Puis pourtant, ils pouvaient le faire. Ils ne l'ont pas fait. Fait que là, on a dit 200 nanogrammes. Mais c'est parce que c'est pas payant? Ben, l'idée, c'est toujours le gouvernement, la peur de dire la compagnie va aller ailleurs, si il se ferme ses portes. Fait qu'on va y aller tranquillement avec l'attestation. 2007, bon, ils n'ont pas respecté en passant. Là, ils étaient supposés, telle date en 2007, atteindre le 200. Ils l'ont allé en 2010, puis tout ça. Fait que... Mais là, je veux ajouter quelque chose. Là. En 2006, c'est Extrata qui a acheté la Noranda. Là. Oui. Mais, donc, ça a changé de main, là. Oui, mais c'est dans des passes de portefeuille. Là. À un moment donné, quand on regarde et on creuse, c'est ce qu'on m'a dit, là, que finalement, il y avait des liens. Là, il était quand même là-dedans, caché en arrière. Sous un autre nom. C'était des transferts d'actifs. Puis tout ça. Mais OK. c'est ce qu'on m'a donné comme explication. OK. Fait qu'à partir de 2012, on devait d'avoir une nouvelle attestation pour 5 ans jusqu'à 2017. Et? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Il n'y en a pas. Ah? On a dit, regardez, bon, là, on a posé la question. Là, on est en train de faire des recherches pour voir, là, mais la réponse qu'on nous avait donnée, c'est que là, l'usine, elle faisait des études, puis on n'avait pas encore eu les résultats. Ça fait qu'au lieu d'être 5 ans, ça va être 10 ans à 200 nanogrammes. Fait que là, on arrive en 2017, et puis on a eu un 10 ans où est-ce que la population est exposée. Puis là, je vous le dis, là, c'est 200 moyennes, mais il y a eu des pics à du 1000, à 1200, il y a des pics. Fait que donc, c'est ça. En 2017, un autre 5 ans. Là, bonne nouvelle, après la 5e année, en 2022, il faut qu'ils soient en bas de 100 nanogrammes. Ils l'ont respecté. Ils l'ont respecté, même un peu plus rapidement. Ils ont baissé ça en bas de 100 nanogrammes. Mais ça pollue quand même. Ben oui. Puis, il y a aussi que les pointes sont toujours là. Hein, parce que c'est ça. Ça ne peut pas être égal. Là. C'est parce que c'est une moyenne. Donc, les pointes sont toujours là. Fait que là, on était... Le combat qu'on a mené là, au niveau de la population, c'est pour la nouvelle... On avait ça l'autorisation ministérielle maintenant. Avant ça, ça s'appelait l'attestation, mais c'est la même chose. Fait que là, l'autorisation ministérielle, on a essayé de dire, écoutez, là, vous baissez de 3 nanogrammes dans l'année qui vient. Non, mais tu sais. Ensuite, on disait, si vous n'êtes pas capable, vous êtes capable de baisser les intrants qui sont hautement contaminés, les intrants que j'ai été en cours là, pour avoir. Puis, c'était été un grand débat. Mais il y a eu ça, donc c'est 2022. Donc, on va jusqu'en 2028 là, pour l'attestation. Mais là, il y a eu des études qui ont été faites. Et je vais juste y aller rapidement. J'en ai parlé tout à l'heure. Les études de biosurveillance de 2019 et 2018. 2018, c'était des enfants de 3 mois à 6 mois. 3,7 fois la norme. Ça allait jusqu'à... Regardez, j'ai de 8 à 40 fois, j'ai dit 20 fois tout à l'heure, jusqu'à 40 fois, les enfants ont de l'arsenic. Et celle de 2019, c'était les adolescents et les adultes, et ça a sorti les mêmes chiffres. La même étude, c'est l'étude, les résultats sont pas mal pareils. Mais là, ici, là, en 2022, il y a un constat, une espérance de vie à la naissance variant de 2,5 et 6,6 ans de moins que la moyenne québécoise. Oui, ça, c'est l'étude qui a été faite, qui a été déposée par l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ. Elle a fait, puis ça, je veux prendre le temps là, de lire l'analyse. Cette analyse-là, justement, a été comme mis de côté en 2018-2019. M. Arruda avait dit, enlevez le don, là. Mettez ça pas dessus. Il faut travailler dessus. Puis là, ça a sorti là, beaucoup plus tard, en 2022. Puis,
ce qu'on dit, c'est que c'est pas juste Noranda qui est affecté, c'est toute la ville qui est touchée. Rouen également. C'est Rouyn-Noranda. OK. Donc, Horn s'étend bien au-delà du quartier Notre-Dame. Une espérance de vie à la naissance variant de 2,5 à 6 ans de moins que la moyenne québécoise. Pas pire, hein? Une plus forte proportion de naissances de bébés à faible poids. Alors, quand ils naissent à 5 livres, donc au niveau du développement, tout ça, ils sont hypothéqués à vie. Beaucoup moins. Forte proportion de retard de croissance intra-utérine. Donc, dans l'utérus de la mère, le fœtus ne se développe pas autant. Plus forte prévalence de la maladie pulmonaire obstructive, donc les MPOC, l'asthme, des choses comme ça. Plus forte incidence du cancer du poumon dans la ville de Rouyn-Noranda qu'à Québec. Donc, le gouvernement déclare que la fonderie doit réduire ses émissions d'arsenic. Ça a été l'élément révélateur pour la population au complet. Ah oui? Les études de biosurveillance 18-19, c'était comme les parents qui étaient affectés, les enfants qui avaient fait les tests des ongles. Fait que là, c'était pas trop grave. Les gens ne se sentaient pas visés. On a même fait une rencontre là, autour du mois de mai 2019 avec la population pour leur dire, regardez, là, voici un document. Vos enfants, il ne faut pas qu'ils jouent dehors, il ne faut pas qu'ils marchent à terre, il faut laver votre chien, votre chat, il ne faut pas le faire. Passez la balayeuse régulièrement. S'il y a une journée, vous sentez l'odeur, fermez vos fenêtres, mettez des filtres à air. Fait qu'autrement dit, c'était pas à l'usine de faire, c'était toi comme citoyen qui faisais le faire. C'était comme dans l'imaginaire des gens, seulement une certaine partie de la population qui était touchée. Les NSPQ arrivent avec ces chiffres-là. Ça, on a vu monter. Là. Il y a eu des petits comités qui se sont formés. Maire au front est arrivé. Le comité Impact, les médecins, là, les 80 quelques médecins là, qui se sont regroupés. En tout cas, il y en a eu plein. Là, RN Rebelle. Ça fait que les gens ont vraiment réagi à partir de là. Ils ont réagi à partir de ce moment-là. Et on parle de 2022, 2021? 2022. 2022, on parle de ça. Ça, on va aller en reparler. Moi, là, ce qui me chicote un peu, là, c'est qu'en 2015, la fonderie Horn déclare un mandat de lobbyiste auprès du ministère de l'Environnement jusqu'à ce jour, donc 2023 ici. Daniel Bernard, député élu de la CAQ 2022, était enregistré comme lobbyiste. On parle de quoi, là? Disons que... Il cherche-tu à influencer? Il prend-tu part à influencer le gouvernement pour avoir une bonne grâce pour... Moi, j'irais pas. Je dirais pas ça. OK? Je ne sais pas. OK. La seule chose que je peux noter, c'est qu'il faisait partie des lobbies de l'Association minière du Québec et Glencore est membre de cette organisation-là. Donc, il y a eu des rapprochements. En plus que son nom est resté sur la liste des lobbies jusqu'à temps qu'il arrive à ces élections. Puis il a dit que c'était une erreur. On avait oublié d'enlever son nom. Là. La seule chose que ça peut envoyer comme image, c'est créer un doute. Ouais. Ça peut semer le doute. Mais je n'irai pas, puis je ne vais pas prêter d'intention, ça serait gratuit de ma part. Mais on peut juste dire qu'il est en contact, il connaît le milieu. Donc, il y a un côté assez proche là, qui peut peut-être influencer finalement là, ses prises de position. Peut-être. Parce que, tu sais, si on regarde la CAQ, c'est où est-ce que j'avais vu ça? Bien, du moins, ça fait pas si longtemps que ça, c'est en 2022. Le gouvernement Legault disait le sort de la fonderie Horn appartient à la population. C'est à la population de décider le sort de la fonderie Horn. Donc, on s'en lave les mains. On se dit, bon, ben OK, nous, on n'a rien à voir là-dedans. La population décider de votre sort avec la fonderie. Ça l'a fait... les gens ont dit, ah bon, OK. On se déresponsabilise en tant que ça gouvernement. Ça fait qu'on a fait la fameuse consultation le 22 octobre. Tout le monde a fait, pas tout le monde, là, mais plusieurs groupes ou gens ou d'individus ont fait des mémoires.
la majorité des mémoires, la grosse majorité, sauf 2, celle de Glencore, puis je pense que c'est il y a un autre groupe, là, je ne voudrais pas le nommer, là, pour pas faire d'erreur, qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait de faire 3 nanogrammes là, pour la première année, puis qu'ils ne voulaient pas réduire les pics là, à 200. Tu sais, ils ont été vraiment là, critiqués là, où est-ce que le gouvernement s'en allait. Mais les autres ont tous été de dire oui, puis même ils demandaient d'aller plus vite que ce que le gouvernement faisait. 57 % de ceux qui ont juste répondu à un petit questionnaire, là, oui, non, 57 % ont dit non, on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement impose. Et miracle, le mois de mars, 16 mars 2023, le gouvernement arrive avec l'autorisation ministérielle signée. Il n'a pas tenu compte du tout de ce que la population a dit. Pire encore, il est arrivé avec une zone tampon qui n'avait pas été identifiée, qui n'a pas été consultée. Les gens n'ont pas été consultés là, pendant la... Êtes-vous d'accord de déménager 80 maisons, des gens... Oui, c'est ça, qu'il y avait 200 familles qui devaient déménager. Oui. Bon, il n'y a pas eu de consultation là-dessus. On est arrivé... On vous oblige. En fait, pire que ça, le 15 mars, c'est dit dans les nouvelles. Et le 16 mars, ils viennent et ils font le dépôt de l'autorisation, enfin la présentation. OK. Parce que le dépôt est venu beaucoup plus tard. Là, il n'était pas disponible pendant un petit bout de temps. Là. Il n'avait pas été mis en ligne. Là. Je pense que c'était en avril qu'il est sorti. Ça fait que le gouvernement a finalement a leurré les gens avec une consultation, excusez-moi, qui n'a pas servi à grand-chose. On va s'arrêter là. On va aller à une autre pause, puis on termine sur la menace réelle en ce moment. Le 29 février, les actionnaires vont prendre décision par cette menace-là. Est-ce qu'elle sera à exécution? Et aussi, on va aller voir la perspective de l'avenir pour Rouyn-Noranda. À tout de suite. On est toujours en studio avec Marc Nantel qui nous parle de la fonderie Horn. Marc, j'aimerais savoir, là, on parle de la pollution qui n'affecte pas seulement Noranda. Rouyn également est affecté là-dedans, mais on sait que l'air transporte. Alors, est-ce qu'on a des études qui démontrent que ça va au-delà de Rouyn-Noranda? Est-ce que les autres localités de la région sont également affectées, mais de forme minime? Il y a des études actuellement qui sont faites. Ils ont été déposées. On a assisté aux présentations de ces études-là. C'est au niveau des plantes. Puis on fait des analyses pour voir si on peut trouver tel élément qui vient là, inévitablement de la fonderie. Puis on voit que oui, ça peut aller là, de 20 à 50 km. Et puis ça peut peut-être même, dépendant des vents, aller beaucoup plus large. C'est sûr qu'il y a un phénomène de dilution là, qu'on appelle. Plus on va loin, plus on s'éloigne, plus il y a d'air, moins la concentration est élevée. Oui. Mais dans la nature, le vent, on ne le contrôle pas. Non. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des contaminants ailleurs. Il faut prouver que ça vient de la fonderie, parce que la fonderie va s'en défendre. Ouais. On va dire, comme on a trouvé des plans dans une des recherches où il y avait plein de terres rares. Terres rares, c'est surtout dans les cellulaires, les téléphones, les choses électroniques. Ouais. Fait que là, un citoyen a mentionné qu'il avait trouvé ça. Puis là, la réponse de la fonderie, c'est de dire, ben oui, mais il y a d'autres mines ailleurs, c'est pas juste nous autres qui... Alors donc, c'est ça le jeu actuellement, c'est prouve-le. Oui. Parce que c'est ça le problème au niveau des citoyens. Oui. C'est à nous... Le fardeau de prouver. Oui, le fardeau de la preuve est sur les citoyens. Sur les citoyens et non pas la compagnie, son fardeau. Exact. Alors, on sait ce que ça coûte pour aller en cours. On sait toutes les démarches. Moi, je suis allé contre la compagnie. Ça m'a pris 3 ans. J'ai été en cours au niveau de l'accès à l'information. Je suis allé en appel. Ça a duré 3 ans. Tu as gagné, je pense? J'ai gagné, finalement, après 3 ans. Mais... je peux vous dire que la compagnie a payé des centaines de milliers de dollars à ses avocats. Puis moi, j'étais chanceux parce qu'il y a des gens, des avocats qui croyaient en ma cause puis qui m'ont supporté là, pro bono. Là. OK. Parlons maintenant de la menace.
c'est quoi les raisons invoquées là, pour cette nouvelle menace-là? Parce qu'on sait que dans toutes ces années d'existence, ils ont menacé souvent. Là, maintenant, c'est quoi les raisons là, qui invoquent? Il y avait 2 projets qui ont investi. Le projet Phoenix, qui est en gros là, un projet avec des filtres pour pouvoir filtrer. Ça l'a baissé là, de façon intéressante là, le nombre d'arsenic. Mais il y a aussi l'autre projet, Iris, qui est un projet pour remettre à jour la compagnie, l'usine, pour qu'elle puisse aller exploiter encore plus. La façon que c'est dit, au départ, maintenant, c'est de dire on investit pour diminuer nos émissions. Mais au début, c'est au niveau des cadres, quand on s'était dans les entrevues, on disait qu'on investissait pour pouvoir traiter encore plus. Donc, il y a une forme d'éco-blanchiment, là, mais tant mieux si ça fonctionne. L'idée, c'est que le projet avait été évalué à 500 millions. Là, on nous dit que c'est rendu à 750 millions. Ces sommes-là, de 250 millions différents, la Fonderie Ronde n'a pas le droit de faire une décision, là. Les dirigeants n'ont pas ce pouvoir-là. Okay. C'est fait par les actionnaires, c'est fait par le Glencore lui-même, okay. le bureau. C'est eux autres qui décident si oui ou non ils vont investir le 250 millions. Oui. Puis là, on nous laisse entendre que le 9 février, parce que le journaliste a reçu une lettre disant là, les actionnaires vont décider si l'usine va rester ouverte ou fermée. Ça fait 1 an que l'autorisation ministérielle est signée. Puis tout d'un coup, bang, ça sort là, comme un cheveu sur la soupe, que là, la compagnie, je suis pas sûr qu'elle va faire. La raison que... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être vrai? Ça peut être vrai dans le sens que, je vous l'ai dit tout à l'heure, une entreprise, une compagnie, surtout, elle est les multinationales. C'est une multinationale. Elle a un devoir de rentabilité et de donner un rendement à ses actionnaires. Ouais. Marc Nantel, qui est à côté, là, dans Noranda, puis que sa petite fille est en train de s'empoisonner, là, ça ne rentre pas du tout dans la discussion. Non. Donc, il pourrait arriver et dire, on arrête tout, puis on ne le fait plus. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Ça serait étonnant, dans le sens qu'ils peuvent aller essayer d'influencer le gouvernement. Comme ils ont déjà fait. Comme ils ont déjà fait, puis demander de payer la différence. Ils peuvent demander au gouvernement de baisser la norme, c'est-à-dire au lieu d'être du 3 nanogrammes, d'être du 10 comme il avait été dit en 2004, ou du 6 comme 6,6 là, à la norme européenne. Il y a ça qu'ils peuvent faire. Ils peuvent dire, écoute, donne-moi... d'ailleurs, ils l'ont dit là, dans les nouvelles, 5 ans, puis après ça, j'ai une autre autorisation. Là. Es-tu capable de me donner un plan là, d'action qui est beaucoup plus long que 10 ans? Là? Amène-moi à 15 ans, 20 ans, là, pour que je sache où que je m'en vais comme entreprise. Ouais. Fait qu'ils peuvent essayer de négocier ça avec le ministère. Et le ministre a le pouvoir de changer une autorisation ministérielle. Ça a été fait à Arvida en faveur de la compagnie. Il peut arriver et dire « vous savez, on en repense à notre affaire. » Parce que là, la compagnie a fait valoir que le bruit de fond est de 4,1, c'est-à-dire d'arsenic. Okay. Et 4,1, là, puis on n'atteindra jamais le 3 nanogrammes. OK, parce que c'est le bruit de fond. Mais le bruit de fond, c'est eux autres qui l'ont créé. Ça, c'est un autre détail. Là. Bon, 4,1. Fait que là, il pourrait dire, nous, on pourrait peut-être à 6 ou 7 ou 8. Fait que le jeu peut se faire comme ça. Puis en passant, juste pour vous montrer pourquoi la confiance n'est pas là au niveau des citoyens, depuis 2019, là, pendant 3 ans, le ministre nous disait que le bruit de fond était 12. Puis tout d'un coup, il change. Excusez. Okay. Avant, moi, j'aimerais ça. Le bruit de fond, c'est quoi? C'est naturellement combien il y a de nanogrammes dans le milieu si l'usine ne fonctionnait pas. OK. Puis s'il n'y avait, avait plus d'opération. OK. Ça, c'est nature ou la condition du territoire, c'est 4,1. Parce que si l'usine ferme... Comme ici, là, à Amos, c'est peut-être 1 ou 3. Là, OK. Si l'usine ferme, il y a quand même de la pollution qui est là. Ah, ça, c'est tout un autre enjeu. Elle continue pareil, là. Tu sais, elle est peut-être plus dans l'air comme ils envoient avec leur cheminée, là. Mais cependant, elle est fermée, c'est là.
Et elle va À rester vie. là tant et aussi longtemps À vie. qu'il n'y a pas un ménage complet qui Non, est fait. c'est pire que ça, là. C'est pire. Parce qu'il n'y a pas de ménage faisable. Non? Si On peut pas nettoyer les sols, Si rien? on va dans votre... ça serait de le déplacer. Parce qu'ils ne peuvent pas décontaminer là, des montagnes et des montagnes. Ils vont mettre de la terre par-dessus, ils vont semer un peu de foin, puis ça va devenir vert. Ils vont essayer de mettre quelques arbres pour que ça pousse, puis en espérant, avec les années, là, que ça devienne verdi. Vivable. Mais ils ne sont pas à l'abri, à un moment donné, d'une pluie énorme qui délave le sol et puis que ça se retrouve sur les chemins, les routes, dans les égouts. Comme on en voit là actuellement. Il y a de la poussière rouge sur des rues, là, où c'est de l'oxyde de fer, il paraît. Et puis ça, ça a été délavé. Fait qu'ils ont des montagnes et des montagnes de résidus. Puis ça, ils sont là à vie, là. Puis, pas à vie d'humain, là. Non, la vie de la Terre, là. C'est là longtemps. Ouais. Mais là, c'est un gros sujet. Hein? Ouais. C'est un gros sujet. Fait que c'est pas une option, tu sais, pour les citoyens de dire on fait toute notre bataille. L'option n'est pas de fermer la fonderie Horn, dans le fond. La bataille est vraiment beaucoup plus pour qu'eux puissent devenir plus sains dans leurs opérations. Puis ce que je dis tout le temps, la phrase « comme citoyen corporatif au Québec », ça serait tout en leur honneur de le faire. Et ça donnerait une image fantastique parce qu'on dirait « voici l'économie circulaire ». On produit des téléphones, des batteries, et on est capable de les recycler, de les ramener, donc de réduire les mines puis les surfaces. Donc, ça serait à leur honneur et ça serait très bon vendeur. Mais on n'est pas dans cette logique-là, comme je disais tout à l'heure. C'est ça. On est plus dans la productivité, le développement économique, la rentabilité, c'est sûr, n'importe quelle entreprise, c'est ça. T'sais. Mais cependant, jusqu'à quel point on est prêt à aller pour les conditions humaines? Puis moi, je vous dirais, pour moi, là, santé, point, c'est la priorité. Puis, on ne peut pas jouer avec la santé des gens et dire, ben écoute, c'est pas grave, là, sur 70 ans, là, il y a peut-être une possibilité de... Tu sais, tout statistiquement parlant. Non, écoute, c'est-tu un milieu sain ou c'est pas un milieu sain? Puis j'aimerais peut-être ajouter un élément. Si la compagnie ferme, parce que souvent, ça me dit, ben oui, mais si elle ferme, la ville va s'écrouler. Écoutez, moi, j'ai demeuré à Lebel-Skivillon, là. Il y avait 3000 habitants, une seule usine, elle a fermé. Oui, ça a été difficile. 3000 habitants, il y en a beaucoup de gens qui sont partis. Mais les travailleurs ont été faire des formations, des cours, le gouvernement a payé, ils ont été se trouver des jobs dans des mines, Puis, après plusieurs années, ils ont une nouvelle industrie qui est venue, puis qui a repris le flambeau. Là, on parle de 3000 habitants. Rouyn-Noranda parle de 45 000 habitants. On parle d'une université. On parle d'un hôpital, un centre de santé. On parle de compagnies, de minières. On parle... Il y a du tourisme aussi. Puis, est-ce que si la fonderie, va-tu faire crouler la ville? Non. Ça me surprendrait. Ça ne fera pas couler. Ça va faire des gens malheureux, puis ils n'ont pas à payer pour ça. Ça puis, mais il y a d'autres, comme Horn 5. Horn 5 veut développer une mine sur le terrain de la Glencore. 500 employés. Ils ne peuvent pas parce que parce que la fonderie émet trop de polluants. Puis la loi dit que tu ne peux pas accepter une autre usine qui va ajouter de la pollution. Fait que si jamais elle fermait, Horn peut aller. Je ne vous dis pas là, que c'est pas catastrophique pour les gens qui travaillent là. Il y a du monde qui n'ont pas de formation. Des gens... Mais le gouvernement arriverait, puis il y aurait des cours, la formation. On est quand même en pénurie de main-d'œuvre aussi, donc on peut se replacer. Mais je voulais le dire là, au micro, parce que c'est un des gros enjeux que j'entends, dire la ville va s'écrouler, c'est fini. Ouais. Non, on n'est pas là pantoute. Là. Mais même à ça, moi, j'essaie de comprendre... Toi, tu habites dans le secteur de Rouyn-Noranda. J'habitais. T'habitais, OK. Quand on sait qu'on est éclairé, on est conscient de toute la pollution qui se passe,
qu'est-ce qu'on fait à rester à Rouyn-Noranda? Tu sais, au dépend de sa santé. C'est sa santé, c'est leur santé, là. On voit qu'il y a un oncologue qui est parti parce qu'il disait qu'il allait avoir un enfant, puis qu'il est parti. Il y a des enseignants qui sont partis. J'ai une amie qui demeurait, qui est partie. Oui, c'est pas très bon comme message qu'on envoie là, aux gens de dire allez vivre, moi, à Rouyn-Noranda dans les conditions qui sont là. Puis les gens, là où je suis surpris, c'est que j'ai l'impression que tout le monde le sait. Puis, regardez, là, on parle aujourd'hui, là, puis je suis convaincu que beaucoup de gens qui ne sont absolument pas au courant de ce que je suis en train de dire. Exact. C'est connu du milieu. Mais moi, quand je suis arrivé à Rouyn-Noranda, je ne savais pas tout ça. Là. Mais non. Puis je suis allé travailler 8 ans, puis on ne m'a pas rien dit, on ne m'a pas dit, mais c'est Marc, parce fais que attention. c'est caché, là. C'est ça. Là, nous, on a, comme citoyens, mis à jour tout. Écoutez, j'ai déposé là, avec mes collègues là, 160 documents qu'on a trouvés, là, soit sur Internet ou soit par l'accès à l'information. Puis là, je fais d'autres demandes. Là, et c'est ça qu'on a fait. On était capable de dire, tu es en train de me... Non, ce que tu es en train de me dire, bouge pas là, dans tel document. Là, regarde ce que vous avez produit, ce que vous avez fait. Ouais. Avant ça, on ne pouvait pas faire ça. Ouais. Mais avec le recours collectif en ce moment, il y a plusieurs recours, je pense. Là. Il y a une action collective. Il y a une action collective. Qui, on demande la permission d'être entendu si le gouvernement veut nous entendre. Ah, OK, c'est ça l'action collective. Oui. Ben, mais tu sais, rendu là, le gouvernement est au courant de tout ça, là. De toutes ces informations-là. Et il est poursuivi. Parce que c'est Glencore, c'est le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Il est poursuivi par qui? Par nous autres. OK, par l'action collective? Par l'action collective. OK. Fait que donc, il y a une poursuite. Depuis quand, cette poursuite-là? Ça a été déposé en octobre de 2023. 2023, OK. Puis là, ça va prendre voir l'autorisation peut-être 2024, 2025. C'est long, là. C'est un processus. Ça va aller en cours, là. Si c'est accepté. Si c'est accepté, donc il y a des procédures judiciaires. Ouais. Puis le pire dans tout ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on ne pourra pas aller du côté santé, là. Parce que prouve-là que tu as attrapé un cancer du poumon, que c'est pas parce que tu fumais, parce que tu as pris de manger ici. C'est ça. Fait que là, nous, on va y aller sur le stress que ça a causé sur la population. OK. Tu sais, de faire dire, il faut que tu laves ton chien quand il rentre, tu passes ta balayeuse, il faut que tu te mettes des fils, il faut pas ton enfant. Ça, c'est stressant. Qui disait ça? Santé publique qui avait présenté ça, là, Santé Québec. Santé Québec, OK. Bon, il semblerait que c'est un document qui circule partout à travers le monde. On donne pour, dans les gens qui sont dans des milieux contaminés. On leur dit, vous voulez être proactif, ben regardez ce que vous avez à faire. Mais ça a un couteau à double tranchant. C'est qu'à un moment donné, ça crée du stress. Et puis c'est là-dessus qu'on va beaucoup baser le recours, l'action. Marc, merci beaucoup pour tous ces détails, de nous avoir éclairés dans toutes ces actions-là, dans l'histoire de la fonderie, de nous permettre réellement de se faire une tête. Parce que c'est ça que la plupart des citoyens et citoyennes n'ont pas, c'est de se faire une tête par rapport à ça. Il y a plein de choses qui se disent, mais tu sais, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai, puis c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, tu vas revenir, Marc? Il y a encore des choses à dire. Il y a des poursuites possibles. J'ai fait court, c'est vite, mais si vous voulez aller voir le document, je vais le remettre en ligne cet après-midi. C'est ça. Histoire de la fonderie Horn de 1880 à 2024, parce qu'il y avait des informations 2024 qui étaient... je vais le corriger. Oui, c'est ça, parce que dernièrement, on avait eu cette information-là. Alors, vous pourrez aller le consulter sur la page Facebook, mais également sur revimat.ca, c'est ça? C'est Revimat Facebook et... réseauvigilance.ca. Vigilance.ca. Dans un seul mot. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été sensibilisés aujourd'hui au fait de tout ce qui se passe avec la fonderie Horn. On entend parler beaucoup, mais à la surface, on est allé un peu plus en profondeur. On aurait pu en parler davantage, mais le temps est écoulé. Alors, moi, je vous dis merci. La semaine prochaine, on va parler d'autres choses.
mais toujours pour donner un sens à la politique ou à la politique qui se cache derrière des actions citoyennes et citoyens. Ciao tout le monde.